Mes chers collègues, mesdames les représentants de la presse locale et les personnes ici présentes dans la salle, avant d'ouvrir officiellement cette séance de conseil municipal, je vous prie de bien vouloir vous lever. Il y a des événements d'une gravité sans nom, des événements qui marquent à jamais la vie d'une commune, de par leur brutalité et de par leur violence. Le décès d'Étienne Dupont en est un. Étienne était un enfant d'Oudon, mais pas seulement. Fils d'une de ses élus, Marina Dupont, fils du président du club de foot, Hugues Dupont, et petit-fils de l'un de ses premiers magistrats, Michel Dupont. Étienne fut membre du conseil municipal jeune de 2012 à 2017. Il fut aussi encadrant bénévole du club de foot et joueur de l'équipe première. Étienne était du haut de ses 18 ans, un citoyen très engagé. Engagé dans la vie de sa commune, engagé dans la vie de notre commune. Aussi, par ces quelques mots, je tiens à saluer sa mémoire, saluer son action, saluer l'engagement dont il a su faire part au service des autres, au service de la communauté. À ce titre, je vous demande, mesdames, messieurs, mes chers collègues, de bien vouloir observer 1 minute de silence. Okay. Il doit s'éteindre. Okay. Donc on va commencer le conseil municipal. Donc un nombre important d'absents, 10 absents, pour différentes raisons, Covid, vacances, moissonneuse en panne, enfin voilà. Donc Marina qui donne pouvoir à Anthony, Frédéric qui donne pouvoir à Séverine, Karine qui donne pouvoir à Nelly, Marina qui donne pouvoir à Noël, Marie-Hélène qui donne pouvoir à Annie, Anthony qui me donne pouvoir, Xavier qui donne pouvoir à Pascal, Hugues qui donne pouvoir à Gilda, Nathalie qui donne pouvoir à Annie. Et on a reçu cet après-midi donc Anthony qui ne peut pas être là, et donc par contre il n'a pas donné de pouvoir. Donc c'est pour ça que dans votre note de synthèse, Anthony est mis dans les présents. Ce sera rectifié bien sûr pour le PV. Secrétaire de séance, donc Laurent Baudet. Et donc première chose, vous avez reçu le PV du conseil municipal du 3 juin 2022. Est-ce qu'il y a des observations sur ce conseil ? Merci. On va donc commencer le conseil municipal avec toute une série de délibérations au niveau ressources humaines sur des régularisations et des postes qui n'avaient pas été supprimés du tableau des effectifs. Donc l'objectif qu'on a vu en commission RH, c'était d'arriver à cet organigramme, l'organigramme des services. On est quasiment... Alors, il y a des postes, pour l'instant, des postes qui sont sur des contrats qui vont être pérennisés. Et d'autres, il nous reste, par rapport à cet organigramme, à recruter la partie marché public juridique. Le reste de l'organigramme est complet par rapport à ce qui avait été souhaité en commission RH. Donc, première délibération.
Donc, création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité au service technique. Donc là, c'est déjà dans l'organigramme. On a un agent qui a demandé sa mutation donc, en septembre. On va recruter donc quelqu'un pour le remplacer. Hein. Donc c'est Kevin hein, qui est aux espaces verts. Et donc on aura besoin d'un agent pour faire. On ne va pas recruter directement, donc on a besoin de quelqu'un pour faire un petit peu le tuilage. Donc c'est pour ça qu'il y a cette délibération pour accroissement temporaire d'activité. Donc, considérant la densité de la charge de travail du service technique, il est proposé au conseil municipal de créer un poste non permanent pour accroissement temporaire au service technique pour assurer les fonctions d'agent technique polyvalent, espace vert, propreté de la commune, recruter un agent à temps complet sur la base du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, premier échelon 1B 382, du 1er octobre au 30 novembre 2022. Dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice 2022 et de me charger de faire le nécessaire en ce sens. Pour cette création d'emplois non permanents, qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. On va passer à une autre délibération, c'est suppression dans l'emploi qui était toujours au tableau des effectifs. Donc la lecture publique a été transférée à la Compa il y a maintenant, Nelly, 4 ans, 5 ans. Voilà, à peu près ça. Et donc, on avait toujours le poste de Brigitte, qui est partie en retraite déjà depuis, mais le poste était toujours inscrit au tableau des effectifs. Donc là, c'est pour supprimer ce poste de bibliothécaire, donc, voilà, de poste à emploi permanent à temps complet. Donc, considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant le départ à la retraite au 1er février 2019 d'un agent chargé de la bibliothèque, il est proposé au conseil municipal de supprimer le poste d'assistant de conservation du patrimoine principal de 2e classe, catégorie B à temps complet, 35 heures, à compter du 1er février 2019, suite au départ en retraite de l'agent. Et donc de modifier le tableau des effectifs en conséquence. Mais le tableau des effectifs, on modifiera tout en fin d'année, hein, ce qu'on avait dit, au lieu de faire plusieurs délits, on fera le tableau complet à la fin de l'année civile. Donc pour cette suppression de poste, qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Même chose au niveau de l'agent qui était en charge du CCAS et du bulletin municipal, donc Carole Loisel, qui est aussi partie en retraite. Donc ça ne veut pas dire que ses fonctions n'ont pas été reprises, mais ça a été scindé en deux. Une partie a été reprise par la responsable service à la population et une partie a été reprise par l'agent communication. Voilà. Donc, suppression d'emplois permanents à temps non complet de services administratifs, poste chargé du CCAS et du bulletin municipal mensuel. Considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant le départ à la retraite au 1er septembre 2021 d'un agent chargé du CCAS et du bulletin municipal, il est proposé au conseil municipal de supprimer le poste d'adjoint administratif principal de 1re classe, catégorie C, à temps non complet 30 heures, correspondant aux fonctions de chargé de CCAS et du bulletin municipal à compter du 1er septembre 2021, suite au départ en retraite de l'agent, et de modifier le tableau des effectifs en conséquence. Donc pour cette suppression, qui s'abstient? Pardon, Pascal. Pascal Desvins. Donc juste une précision, c'est bien Corinne Boufflin qui reprend les fonctions du CCAS. On est bien d'accord? Oui. D'accord, merci. Corinne qui reprend la partie CCAS et donc l'agent com qui prend la partie au bulletin. Voilà. D'accord, très bien, merci. Donc pour cette suppression, qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Alors une délibération qu'on a déjà prise pour plusieurs fois pour prolonger la personne qui est actuellement, donc Isabelle, qui est en assistanat de direction. Et donc, pardon, j'ai été trop loin, chargé de com avant. Donc création d'emploi permanent à temps complet du service administratif chargé de communication. Donc là, c'est création, en fin de compte, c'est un poste qui existe, mais qui va passer de 80% à 100%. Hein, Alexandra, c'est ça, ok. À partir de 2023. Ok. Considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant l'avis du bureau municipal sur l'offre d'emploi et la fiche de poste,
Il est proposé au conseil municipal de créer un poste chargé de communication à temps complet, de recruter un nouvel agent sur la base des cadres d'emploi des rédacteurs, rédacteur principal, première classe, deuxième classe, rédacteur, adjoint administratif, première classe, deuxième classe, adjoint administratif à temps complet à compter du 1er janvier 2023, et de modifier le tableau des effectifs en conséquence, de préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2023 et suivant, et de nous charger de procéder aux déclarations de vacances de poste et de prendre des dispositions relatives au recrutement et à la carrière des agents en tant qu'autorité territoriale. Donc pour ce passage à temps plein de chargé de communication, qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Et donc on arrive donc au poste d'assistanat de direction, donc qui est occupé actuellement par Isabelle et qu'on prolonge avant de créer le poste réellement dans les effectifs. Donc, considérant que la présence d'une assistante de direction est nécessaire pour assurer les missions de secrétariat de direction, préparation des assemblées, suivi des délibérations, etc., vu l'avis du bureau municipal, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité à temps complet à compter du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022. Donc, c'est prolonger de la même façon Isabelle sur ce poste-là. Donc pour cette prolongation du poste d'assistante de direction, qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Ouais, voilà. Ah ben oui, d'accord. Voilà, ok, j'avais oublié d'avancer. Donc on arrive alors là maintenant sur la création vraiment du poste d'assistante de direction. On a vu maintenant depuis 2 ans et demi que ce poste est indispensable au fonctionnement des services et là on va vraiment créer le poste pour recruter quelqu'un sur ce poste d'assistante de direction. Juste pour préciser, Isabelle ne souhaite pas postuler pour le poste. Voilà. Elle a un projet autre professionnel. Pardon. J'ai tourné en mauvais sens. Okay. Donc, création d'emplois permanents à temps complet du service administratif assistante de direction. Considérera donc qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Considérant l'avis du bureau municipal et l'offre d'emploi et la fiche de poste, il est proposé au conseil municipal de créer un poste d'assistante de direction à temps complet, de recruter un nouvel agent sur la base des cadres d'emploi des rédacteurs, rédacteur principal première classe, deuxième classe, rédacteur, adjoint administratif première classe principale, deuxième classe, adjoint administratif à temps complet à compter du 1er novembre 2022, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et de préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2022 et suivant, de charger Monsieur le maire, de me charger de procéder aux déclarations de vacances de poste et de prendre les dispositions relatives au recrutement et à la carrière des agents en tant qu'autorité territoriale. Donc pour cette création de poste d'assistante de direction, qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Donc si vous avez regardé les dates, en fin de compte, on a mis un petit peu avant, et le contrat, ce sera en fonction de l'arrivée de la personne, et donc Isabelle prolongera jusqu'à temps qu'une personne arrive sur le poste. Oui, puis avant de lancer l'annonce, quand on lance une annonce, c'est quand même mieux d'avoir le poste créé. Donc création d'emplois non permanents pour le accroissement d'activité sur le temps méridien à l'école Jules Verne. Donc là, c'est des retours des services qui nous disent qu'il manque, faut un peu plus de surveillance sur la cour de l'école, sur le temps méridien en général et la cour de l'école après. Donc c'est une création de poste pour l'année scolaire sur 1 heure, enfin à peine 2 heures par jour, hein, je crois, 1h45 je crois, voilà. Par jour pendant 4 jours. Voilà. Donc, considérant que la présence d'un agent sur le temps méridien est nécessaire pour assurer la surveillance de cours et assurer une aide à la gestion de la sieste, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité à temps non complet à l'école Jules Verne sur le temps méridien de 12h15 à 14h05, à compter du 1er septembre au 7 juillet 2023, donc sur l'année scolaire. De fixer la rémunération sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d'adjoint technique, premier échelon, indice brut 382, indice majoré 352, de préciser qu'un régime indemnitaire pourrait être attribué dans la limite des crédits de référence inhérents à la délibération relative au RIF 7,
dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2022 et de m'autoriser à signer tous les documents afférents à ce recrutement. Donc pour ce recrutement pour la surveillance de la cour d'école Jules Verne, qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Donc toujours sur... pardon, Céline. Donc Céline Plessis. Oui, je me permets de compléter et d'éclairer un petit peu cette délibération qui va vraiment dans le bon sens, puisque il n'y a pas de texte qui détermine le taux d'encadrement des enfants sur le temps méridien. C'est laissé à la bonne appréciation de la collectivité compétente pour l'organisation de la pause méridienne. Et donc effectivement, ça va dans le très bon sens et il faut s'en réjouir. Merci Céline. Donc, modification du temps de travail de 2 adjoints territoriaux spécialisés des écoles maternelles à l'école Jules Verne, service enfance, filière médico-sociale. Donc là, c'est pour 2 ADSEM qui vont passer de 30h23 et 28h90 à 31h50, voilà, à 90%. Voilà. Donc, considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant qu'il faut associer les adjoints territoriaux spécialisés des écoles maternelles de l'école Jules Verne à un conseil d'école, considérant qu'il y a lieu d'instaurer des réunions annuelles de coordination avec les enseignants, la restauration et le ménage de l'école, considérant que les agents ont été informés de l'augmentation de la durée hebdomadaire de leur poste, il est proposé au conseil municipal d'augmenter le temps de travail de 2 adjoints territoriaux spécialisés des écoles maternelles à 90% à compter du 1er septembre 2022, de préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2022 et suivant, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et de me charger de procéder aux déclarations de vacances de poste et de prendre les dispositions relatives au recrutement et à la carrière des agents en tant qu'autorité territoriale. Donc pour ce passage à 90%, donc 31h50 pour 2 ADSEM, qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Je voudrais préciser, donc Céline Plessis, là aussi ça va dans le bon sens, puisque lorsqu'on accorde du temps complémentaire aux agents afin de leur permettre de participer au conseil d'école et à la vie de la communauté éducative, c'est toujours bien évidemment les faire encore davantage intégrer la communauté éducative et leur faire participer à la vie de l'établissement scolaire. Merci. Alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on a une délibération que je n'ai pas notée sur les modifications du tableau des effectifs. Donc, pour le service administratif, on prendra une délibération à la fin. Là, le service, en fin de compte, le tableau des effectifs au niveau de la filière est complet. Donc, c'est pour ça qu'on peut prendre la délibération. Les 4 agents, tout est complet. Enfin, il n'y a que 4 agents au niveau de ce tableau des effectifs. Donc, considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois... Non, c'est une autre, j'ai oublié celle-ci. Considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant les précédents tableaux des emplois adoptés par l'Assemblée délibérante, considérant la nécessité d'augmenter le temps de travail de 2 adjoints territoriaux spécialisés des écoles maternelles, il est proposé au Conseil de modifier le tableau des effectifs comme suit. Donc vous avez les 2 agents au milieu qui passent de 30h23 à 31h50 et de 28h90 à 31h50. Les 2 autres ne bougent pas au niveau du temps de travail. De me charger de procéder aux déclarations de vacances de poste et de prendre toutes les dispositions relatives au recrutement et à la carrière des agents en tant qu'autorité territoriale. De dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans cet emploi seront inscrits au budget. Donc pour cette modification, qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. On arrive à le poste dont je parlais tout à l'heure au niveau de l'organigramme. Donc création de l'emploi permanent à temps complet chargé de la... Pardon. Non, c'est pas celui-ci, c'est d'après. Chargé de la gestion de l'agence postale et communale. Donc on avait, on a délibéré pour la création d'une agence postale communale. Il faut donc créer le poste de l'agent, enfin créer le poste pour recruter un agent sur ce poste-là. Considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant l'ouverture de l'agence postale communale
au sein des locaux de la mairie. Considérant l'avis du bureau municipal sur l'offre d'emploi et la fiche de poste, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent en temps complet sur le grade d'adjoint administratif territorial ou adjoint administratif principal de 2e classe ou adjoint administratif principal de 1re classe en fonction de la candidature retenue à compter du 1er janvier 2023, correspondant aux fonctions de chargé de la gestion de l'agence postale communale. De recruter un nouvel agent sur la base des cadres d'emploi des adjoints administratifs à temps complet à compter du 1er janvier 2023, de modifier le tableau des effectifs de la collectivité en conséquence et de me charger de procéder aux déclarations de vacances de poste et prendre des dispositions relatives au recrutement et à la carrière des agents en tant qu'autorité territoriale. Bon, pour cette création de poste de chargé de l'agence postale commune, une question. Une question. Denis. À l'origine, le poste de l'agence postale devait être à 50%. Il se retrouve en poste permanent à temps complet. Est-ce que vous pouvez nous donner les éléments qui amènent à cette modification? Alors, le poste n'a jamais été prévu à 50%. Le poste a toujours été prévu à temps complet. Temps complet pour l'agence postale? À temps complet pour l'agence postale, sachant qu'il aura des missions annexes. On a dit que ce qui a été dit quand on a eu la convention, pour la poste, l'occupation de l'agent, c'était à peu près de 50%. Mais il est à temps complet. S'il n'est pas occupé sur ces 50 autres pourcents, il aura des tâches qui sont prévues par les services administratifs pour pouvoir faire des tâches annexes. Donc il fera 50% d'accueil et 50% de postal. En fonction des personnes qui arrivent. Si l'agence postale communale a un succès, ce qu'on espère, il passera peut-être à 60% pour l'agence postale. Et voilà. Mais ça, on ne peut pas le dire. C'est des estimations de la Poste à l'heure actuelle, post-Covid. Voilà. Donc, ils estimaient qu'un poste... mais nous, ça a toujours été un poste à temps complet. Donc, on va prendre la délibération pour la création de ce poste de chargé de gestion de l'agence postale communale. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Dernière délibération au niveau des ressources humaines. Donc, c'est là dont je parlais tout à l'heure au niveau de la personne, la seule personne qui manque dans l'organigramme. C'est le poste de chargé des marchés publics, juriste juridique et marchés publics. Donc suppression et création, parce qu'il y a un poste qui existait quand Madame Jamin est partie en retraite. Donc c'est suppression du poste parce que c'était un poste sur un cadre A. Donc on supprime ce poste cadre A et on crée un poste de juriste, mais pour B. Enfin, B est ouvert au C. Voilà. Considérant qu'il appartient donc à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant le départ à la retraite au 1er juin 2022 d'un agent chargé de la commande publique et des affaires juridiques, considérant l'avis du bureau municipal sur l'offre d'emploi et la fiche de poste, considérant la publication de l'offre auprès du Centre de gestion de Loire-Atlantique publiée le 9 juin 2022, il est proposé au conseil municipal de supprimer un poste d'attaché catégorie A à temps complet correspondant aux fonctions de chargé de la commande publique et affaires juridiques à compter du 1er juin 2022 suite au départ en retraite de l'agent, de créer un poste de juriste à temps complet correspondant aux fonctions du chargé de code de la commande publique et dossiers spécifiques, de recruter un nouvel agent sur la base de cadre d'emploi des rédacteur principal première classe, deuxième classe, rédacteur adjoint administratif principal, première classe, deuxième classe, adjoint administratif, à temps complet au 1er septembre 2022, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et de préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2022 et suivant, et de me charger de procéder aux déclarations de vacances de poste et de prendre toutes les dispositions relatives au recrutement et à la carrière des agents en tant qu'autorité territoriale. Pour la création de ce poste de juriste et marché public, qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Merci. Question, Denis. J'ai deux questions en une. La première, on a le bonheur d'avoir une nouvelle DGS qui moi, me donne l'impression de mener une remise en ordre assez conséquente.
est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir le nombre de temps équivalent plein, les temps complets, l'effectif en temps équivalent plein de la Ouais. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais par contre, je vous donne la réponse la semaine prochaine. Je vous envoie par mail. Le deuxième point, quand les conseillers municipaux pourront avoir l'organigramme avec les postes fonctionnels de chaque service et les fiches de description des postes. Parce que moi, personnellement, aujourd'hui, là, on fait beaucoup de mouvements de postes, mais je suis dans l'incapacité de juger du bien fondé de ci et de ça, et de pouvoir être d'accord avec une démarche ou être contre une démarche. Alors l'organigramme que j'ai présenté au départ, après il a été vu dans certains comptes rendus de commission de RH. Oui, mais les fiches de poste ont jamais été développées au niveau de la commission RH. Mais les fiches de poste, on fait aussi confiance au personnel pour actualiser les fiches de poste par rapport à l'organigramme. Mais en tout cas, l'organigramme a été présenté. D'accord. Pour l'instant, je le vois pas. Excusez-moi. Je l'ai montré au début du diaporama. Non, au début du diaporama, il y avait l'organigramme. Bon, je veux pas. Je vais essayer. C'est un synoptique d'organisation. C'est pas un organigramme. C'est un organigramme. Bon, vous l'interprétez comme ça, mais je vous en donne rien. Merci. Bertrand, finance. Oui. Bonsoir à tous. Donc Bertrand Pinel. Le compte-rendu de notre commission finance du 30 juin, elle est sur la table. Donc on a remis sur la diapo là, qui passe à l'écran les principaux éléments, en sachant que ça fait suite à 2 délibérations qu'on va prendre juste après. D'abord, concernant le budget, donc pour mémoire, le travail des commissions et de la commission finance avait été quand même là un peu perturbé par le départ de la DGS, et donc pour mémoire, on a voté notre budget sans DGS, ce qui fait qu'on avait été plutôt relativement prudent dans toutes nos inscriptions, nos finances étant saines. On avait de la marge, mais voilà, moi n'étant pas non plus le spécialiste, on s'était dit voilà, il y aura certainement des ajustements nécessaires à faire au cours de l'année. Donc on va en prendre tout à l'heure, là tout de suite. Mais n'empêche que notre budget est légal, il a été validé par la trésorerie, ça a été quand même une satisfaction. Et donc je remercie les services, et notamment Anne-Françoise Godin qui nous avait bien appuyé, elle est allée au-delà, je pense, de ses fonctions précédentes. Voilà. On l'a d'ailleurs accueilli, comme vous pouvez le voir dans le compte-rendu, pour la première fois de sa longue carrière à Oudon et sur l'initiative de notre DGS en commission finance le 30 juin. On s'est surtout donc promis, on va dire, et en accord avec les services, de relancer notre plan pluriannuel de fonctionnement. On l'avait relancé l'année dernière, mais on n'avait pas pu avancer très loin. Donc voilà, c'est un travail qui va être mené dans les mois qui viennent, et avec un point d'étape à la prochaine commission finance fixée en octobre. Et puis les services, donc la DGS nous a attiré l'attention sur l'évolution, on va dire, ou la professionnalisation de notre fonctionnement, donc à travers une obligation étatique, la mise en place de la nouvelle nomenclature M57, ça c'est un premier point. Et là aussi, donc il y a une délibération à prendre ce soir. Et puis la mise en place d'une chaîne comptable là, donc pour améliorer, on va dire, notre fonctionnement entre élus et agents, et entre agents aussi, entre services, pour pouvoir, notamment en lien avec la dématérialisation, améliorer tout le workflow et limiter les temps de saisie, ressaisie de données comptables. Voilà. Donc du coup, j'espère que j'ai à peu près tout dit. Vous verrez, il y avait d'autres propositions. Donc je pense qu'on aura l'occasion, là aussi, sur l'initiative de la DGS, de nous retrouver ensemble, probablement en octobre ou en novembre, pour les 27. Là, il y a eu pas mal de nouveaux. Quand on ne fait pas partie de la commission finance, des fois, on est moins à l'aise avec la construction budgétaire. Donc c'est de faire une formation autour des finances publiques. Et puis vous verrez, il y a un calendrier aussi en dernière page.
Donc voilà, je propose de passer aux délibérations. Je sais pas si... non, c'est toujours la même diapo, pardon. Donc voilà, on était aujourd'hui sur ce qu'on appelle la M14, on passe à la M57. Alors en gros, qu'est-ce que ça va entraîner? Et je vais donner de manière très synthétique ce que moi j'ai retenu, en sachant que si vous avez toutes les questions, je pense qu'on a quelqu'un de professionnel autour de la table. Donc en gros, il y a quand même la mise en place d'un compte unique pour tout ce qui était compte de gestion et compte de résultat. Vous vous souvenez, quand on vote les budgets, en fait, on fait ça en 2 étapes avec des présentations qui sont différentes, qui sont normées mais différentes. Donc voilà, histoire de simplifier tout ça, il y a une volonté d'aller vers un compte unique. Il y aura bien les 2 différents, mais ça sera une présentation unique. Et ça, c'est en lien aussi avec l'évolution des métiers autour des trésoreries. Et puis, donc ça, on se donne aujourd'hui l'opportunité d'aller vers cette M57 plus vite que la réglementation, puisque l'État nous demande à toutes les communes, à toutes les collectivités, là, de le faire au 1er janvier 2024. Et donc, là aussi, sur proposition des services, on se dit, voilà, mettons-la en place dès janvier 2023, ce qui nous permettra de voir comment ça se passe et d'anticiper. Et puis, moi, la deuxième chose que j'ai retenue sur cette mise en place de la M57, c'était la mise en place de ce qu'on appelle, c'est dans le compte rendu, d'un règlement budgétaire et financier. Et là, c'est pareil, ça sera travaillé là aussi par les services sur la base de choses qui existent de manière classique. Mais on sera amené, donc probablement au Conseil de décembre 2022, à le voter. Donc voilà, ça sera un travail de la Commission Finances. Donc ça, c'est notre première délibération là, pour l'adoption de la nomenclature comptable M57. Et je pense avoir, d'une autre manière, présenté ce qui est dans le document, dans la note de synthèse. Mais je prends vos questions, au moins pour ceux peut-être qui n'étaient pas en commission finance, s'il y en a. Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la commune d'Oudon, d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, vote à l'unanimité. Et donc, deuxième délibération en lien avec ce qu'on a pu voir là, dans le compte rendu. Voilà, un petit ajustement par rapport à ce qu'on a pu déclarer dans notre budget. En fait, on avait tellement peur au moment du vote de devoir en fait aller piocher à droite à gauche pour pouvoir payer des sommes. On a 2 lignes qui s'appellent des provisions créances douteuses. Qui aujourd'hui, en fait, sur lequel on a mis, alors du coup, c'était on avait dû mettre 20 000. Oui, mais ça, c'est pour la correction, mais sinon, la trésorerie, en fait, nous a annoncé des créances douteuses à hauteur de combien? 140 €. Et on avait dû, et donc voilà pourquoi elle nous dit, mais pourquoi vous avez inscrit une somme confortable de 22 000 € alors que vous avez que 140 € de créances douteuses. Donc bon voilà, ne sachant pas trop à quoi ça correspondait, on avait mis une somme confortable et en fait c'est quelque chose qui est relativement normé et la trésorerie nous demande de revenir aux sommes réellement dépensées. Et donc sur le budget principal, il nous demande de revenir, enfin d'enlever finalement, de remettre sur les comptes 21 010 €. Donc c'est en gros c'est les 22 200 alors, c'est ça? Moins les 140? Non, même pas. Non, vas-y. Alors explique-nous. En fait, la trésorerie, avec les calculs, vous auriez dû mettre 140 €. Et donc, voilà, ce qu'expliquait Monsieur Pinel, vous avez mis 21 010. Donc, pour pas modifier le budget, on dit bien à la trésorerie, on confirme qu'on veut bien mettre 21 010. Mais concrètement, l'écriture qui sera passée, ça sera bien que 140 €. Et pour le budget immobilier, c'était 1667, je vous dis ça de mémoire, euros, et vous aviez mis 5000. Donc on va bien garder ces 2 montants-là sur le BP, mais dans l'exécution, on sera bien sur les montants réels de la trésorerie. Voilà. Donc ce qui n'aurait probablement pas arrivé si on avait monté ça de manière un peu plus professionnelle. Et donc, ou plus ajustée, je veux dire, pardon. Et donc, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, mais n'hésitez pas. Denis Bretodeau. Oui, sur ce problème de risque incertain,
est-ce qu'on a pu cadrer la nature de ces risques? Et juste, je peux répondre sur le montant. La trésorerie demandait 140 €. En réalité, on a 111 €. 111 € d'impayés pour 200 000 € de recettes du restaurant scolaire. C'est peanuts, c'est négligeable. On fait partie des communes avec le moins d'impayés. Voilà. Sur le budget immobilier, comme on avait pu le voir, il y avait un peu plus, puisqu'il y avait plusieurs mois de loyer impayés. Ça arrive, hein, mais voilà, c'est à gérer au mieux. Mais voilà, on avait été un peu trop confortable. Il faut revenir à quelque chose de plus proche de la réalité. Oui, mais par les temps qui courent, est-ce qu'on ne va pas avoir plus d'impayés que ça à mon recours? Alors, on a possible, enfin évidemment, donc ce ne sont que des prévisions budgétaires. Encore une fois, moi je redis qu'on a plutôt aujourd'hui, mais il faut qu'on fasse des efforts à l'avenir, comme on l'a bien précisé, des finances saines. On est, si vous regardez le compte rendu, hein, pas à l'objectif de CAF qu'on s'est mis l'année dernière. Donc, il va falloir qu'on retravaille à la fois nos dépenses, mais aussi nos recettes. Et donc, voilà, on a une situation financière qui nous permet de prévoir, enfin, ou d'assurer d'être résilient vis-à-vis d'aléas, comme tu peux le dire. Mais voilà, on n'espère pas, évidemment. Donc, je pense qu'on n'a pas délibéré. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Quoi qu'il en soit, ces sommes sont portées au budget. Donc, si jamais il y a des impayés dans une proportion qui pourrait être, on le craint, plus conséquente que les 140 € imaginés. Enfin, j'imagine que c'est plutôt au vu de l'année passée, c'est ça. Voilà, c'est inscrit au budget. De toute façon, c'est confortable dans tous les aspects. C'est même pas l'année d'avant. Là, c'était des dettes de 2015, je crois. Quelque chose comme ça. C'est vraiment en décalage. C'est après recours, de la trésorerie. Hein, donc après avoir entamé toutes les démarches pour récupérer les sommes, à la fin, il faut dire on ne les récupérera pas. Ouais. Donc, il est proposé au conseil municipal de provisionner le budget principal d'un montant de 21 010 € au compte 617, de provisionner le budget annexe immobilier d'un montant de 5 000 € au compte 6817 et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc un vote à l'unanimité. Et une dernière délibération en lien avec les finances. Donc c'était la proposition en fait de créer un tarif pour les agents communaux au restaurant scolaire. Il n'existait pas jusqu'à aujourd'hui et donc on propose de mettre le tarif maximal de la plus haute tranche, donc à 4,42 €. Voilà, en sachant qu'il y a de temps en temps, on va dire, des agents qui bénéficient du restaurant. Voilà, c'est aussi un moyen de coller, de suivre ce qui se passe dans notre restaurant scolaire. Donc voilà, il était préférable de mettre un tarif. Est-ce que vous avez des questions? Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver que le tarif applicable à compter de janvier 2022 soit de 4,42 €, tarif correspondant à la tranche du quotient familial la plus élevée. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Merci Bertrand. Donc, on va passer donc sur un appel à manifestation d'intérêt cœur de ville, cœur de bourg. Donc, alors, à un moment, cet appel était pour des communes plus importantes. Maintenant, ils réduisent un peu la taille pour que plus de communes bénéficient de cet appel à manifestation. Donc, c'est une délibération pour qu'on puisse tout simplement postuler à cet appel à manifestation. Donc, le département souhaite promouvoir les démarches de requalification des cœurs de bourg, cœurs de ville, en apportant un soutien à la définition des stratégies opérationnelles d'aménagement des communes, ainsi qu'au déploiement des actions qui en découlent. En Bord-de-Loire, la commune de Don est connue et reconnue pour son patrimoine naturel et historique. Les élus du conseil municipal souhaitent le préserver tout en développant la dynamique locale, la qualité des services et les commerces de proximité. Considérant la publication de l'offre, la commune de Don souhaite s'inscrire dans une démarche d'élaboration et de réalisation de projets globaux de requalification de leur cœur de bourg, cœur de ville, formalisé dans le cadre d'un plan guide opérationnel.
Vu le Code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil municipal de m'autoriser à candidater à l'appel à manifestation d'intérêt cœur de ville, cœur de bourg auprès du conseil départemental et de créer un groupe de pilotage quand on aura la réponse à cet appel à manifestation. Non ? Dès le début. De créer le groupe de pilotage, même avant de... Oui, okay. Donc pour cet appel à manifestation, qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci, unanimité. Le groupe, il faut le créer de suite, le groupe de pilotage ? Bon, alors qui... Ah ouais, il y a quand même pas mal d'absents. Ouais, voilà. On a pas mal d'absents, donc on... Ok. Donc, voilà, tu auras moins noté. Donc, développement économique local. Donc, je vais prendre... Comme je fais partie de la commission, je vais remplacer Anthony qui est absent. Donc le compte-rendu, vous l'avez reçu donc, avec la note de synthèse. Donc voilà, on a parlé de pas mal de choses au niveau du compte-rendu. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu ? On passera à la délibération. Pascal Diamin pour la commission développement économique. Juste pour préciser la demande des apiculteurs, puisqu'en fait on doit les recevoir, les rencontrer au mois de septembre, pour pouvoir effectivement étudier ensemble l'opportunité effectivement de leur installation, mais aussi du développement de cette activité. Peut-être une précision aussi sur la fromagère, puisqu'en fait on avait une demande qui était un petit peu flou quand même, d'installation éventuellement de cette activité, sachant qu'on a déjà une activité fromagère sur le marché d'Oudon le dimanche, donc ce qui a été aussi débattu en commission. Et par contre, une hypothèse a été posée lors de l'installation de Béatrice Crépin, donc qui va installer un commerce sur la place du Havre, de voir éventuellement avec elle s'il y a une possibilité sur des activités, par exemple, de planches fromagères ou lors d'apéros, etc. Donc de pouvoir éventuellement lier ou nouer un lien entre la fromagère et l'activité de Béatrice Crépin en particulier. Puis après, je te laisse pour la fleuriste préciser les choses. Donc pour la fleuriste, donc ça correspond à la délibération qu'on va prendre. Donc la fleuriste va donc déménager à la place d'Éveil d'Essence, qui au niveau du square Fouchard et du square de l'Europe. Et donc le mois d'août pour elle, ça va être un mois de déménagement et elle aura encore son ancien local. Donc elle a fait la demande à la commission développement économique de ne pas d'être facturé à partir du 1er septembre et de ne pas être facturé sur le mois d'août, ce que la commission donc a proposé. Et donc c'est la délibération qu'on doit prendre pour juste après. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on passe à la délibération ? Donc bail au 64 rue Alphonse Souchard, Muriel Guillemino. Donc, le local commercial situé au 64 rue Alphonse Souchard sera disponible à compter du 1er août 2022. Vu la demande de Mme Muriel Guillemino d'obtenir la gratuité pour la location du local au mois d'août, mois consacré aux travaux, et elle a aussi de l'aménagement intérieur, bien sûr. Vu l'avis favorable de la commission développement économique local, considérant l'intérêt pour la commune d'accompagner l'installation de ce commerce dans le local communal, il est proposé au conseil municipal de ne pas facturer la location du local 64 rue Alphonse Souchard au mois d'août 2022, et de me charger de faire toutes les formalités nécessaires à l'application de la présente décision. Donc pour cette gratuité au mois d'août pour la fleuriste, qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci, unanimité. Loire et Port ? Séverine ? Il n'y a que toi qui est Loire et Port. Donc en fait... il y a eu une réunion avec les usagers du port là, dernièrement, sans particularité. Il n'y a pas eu de problème soulevé en général. Concernant le comité consultatif,
Donc il y a un comité consultatif Loire et Port qui a été lancé dès le printemps 2021 avec 5 données volontaires. Le comité avait un but qui a été fixé, recréer une dynamique autour du port et de la Loire, mieux faire connaître ces milieux aux données au moyen d'événements divers. Le premier événement, une expo de 15 photos amateurs sur le thème Loire et Port, a été inaugurée au printemps en présence d'environ 70 personnes, avec une animation musicale et poétique et des joutes dans le port. Ça a rencontré quand même, c'était un moment convivial et apprécié, je pense. Et la commission Loire et Port réfléchit à relancer un appel pour faire entrer plus de monde dans ce comité. Juste pour information, donc on mettra les photos un peu plus tard quand on fera le bilan de la démocratie participative sur les comités consultatifs. Oui, mais là, c'est voilà, ce sera un peu après aussi. Mais c'est pas grave, tu vois. Parle-moi. Denis ? Petite précision tout de même sur la réunion du 18 juin. Dans cette réunion, il a été évoqué la problématique du dévasement urgent du port intérieur. Donc, c'est un problème conséquent et avec un budget qui ne sera pas négligeable. Mais je pense qu'il ne faut pas squeezer le problème d'envasement qui pose des difficultés pour sortir du port, qui donne un aspect esthétique pas génial et qui va nous amener à avoir une végétalisation du port et donc tous les problèmes liés à la végétalisation. Alors sur ce sujet, évidemment, on en a conscience, puisque c'est un sujet qui a été débattu dès le départ avec la commission Loire et Port et avec le comité Loire et Port dès les premières réunions. C'est vraiment un sujet qui avait été abordé et on sait que c'est problématique. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer des événements autour du port pour pouvoir, vu le montant que ça va demander de dévaser, parce que c'est notre but aussi, c'est pouvoir justifier, quand on va faire des demandes d'aide, de l'intérêt du port, de dire, voilà, il y a une vie autour du port, pour avoir des subventions, il faut toujours des motifs. Et là, le fait de ramener de la vie autour du port, ça nous permettra d'avoir des appuis aussi pour demander ces subventions, pour procéder à des envasements. Mais on ne quitte pas l'objectif. Merci, Séverine. Juste pour compléter, le dévasement du port, il est très important, mais pour l'instant, ce qui est plus important pour moi, c'est le radier sous le pont SNCF, parce que si on ne baisse pas le radier sous le pont SNCF, les bateaux ne pourront pas rentrer de toute façon l'été. Donc on dévase, voilà. Donc c'est pour moi le radier en priorité et le port, mais c'est deux dossiers assez compliqués à gérer. Oui. Franck, bâtiment accessibilité. Oui, alors la commission avait un seul point à traiter, c'était sur la consommation d'énergie des bâtiments communaux. Donc on a tout un diagnostic qui a été réalisé par le CIDELA. Dans le deuxième semestre, le CIDELA va travailler plus précisément sur les bâtiments qui sont les plus énergivores. À la rentrée, au niveau de la commission, on va travailler sur le fait de regarder quel autre bâtiment est susceptible d'avoir aussi des diagnostics plus approfondis. Donc, on va, dès la rentrée, travailler là-dessus, nommer des bâtiments et on fera des devis en ce sens. Alors, on mettra peut-être aussi le CIDELA en concurrence, mais voilà, on va travailler fortement là-dessus. Et puis aussi, on va aussi travailler sur le budget 2023, concernant ces consommations d'énergie, là, essayer de traiter ça. Alors sur des du changement peut-être d'éclairage, des petits travaux dans un premier temps qui n'entraînera pas de modification plus tard suite aux différentes analyses qui seront faites à l'avenir. Mais voilà, on va essayer de travailler en ce sens sur ce dossier. Donc voilà ce qu'on pourrait dire pour l'instant sur
sur cette commission. Avez-vous des questions? Denis, je vois que ça te démange, alors vas-y. J'ose à peine, parce qu'on a débattu déjà en commission, mais le CIDEA nous a fait des relevés des consommations d'énergie. On a un programme obligatoire d'amélioration, de diminution de la consommation d'énergie. Et en fait, on se trouve avec un déficit documentaire, on va dire, sur tous les bâtiments. Il avait été annoncé, il y a une commission précédente, on avait eu espoir d'avoir un stagiaire pour mettre en place tous ces dossiers, les DIUIO, dossiers d'intervention ultérieure sur ouvrage, qui regroupent toutes les données techniques sur les bâtiments. Et visiblement, notre stagiaire a disparu. Donc, je ne sais pas. Mais pour moi, il est essentiel qu'on mène cette mission-là pour pouvoir travailler et pouvoir avoir des éléments pour prendre les bonnes décisions, pour pouvoir prioriser les travaux. Donc, Monsieur Denis Bretodeau, je vais vous être clair avec vous, parce qu'on en a bien sûr parlé pendant la commission, et on a donné les éléments pour dire pourquoi on ne prenait pas un stagiaire, parce que au niveau des services, c'était pas possible de le suivre. Donc, on a décidé, suite à ça, de travailler à la rentrée sur voir quel bâtiment on pourrait analyser avec des cabinets spécialisés là-dessus. Voilà, c'est tout. C'est juste pour ça qu'on n'a pas pris de stagiaire. Donc voilà, et c'est quelque chose qu'on a bien été clair là-dessus. Donc je trouve dommageable de revenir sur cette remarque. Mais bon, voilà, je pense que... Ben non, mais voilà, je dis ce qu'il en est. On a bien été clair là-dessus. Donc voilà, je pense que des fois, il y a des choses qui sont difficiles à entendre de votre part, mais voilà. Il n'y a aucune difficulté à entendre quoi que ce soit. Hein. Par contre, bon, là, quand on annonce aujourd'hui de manière tout à fait ferme qu'un organisme extérieur va s'occuper de la constitution des dossiers, voilà, l'important, c'est, peu importe que ça soit le stagiaire, ça aurait été moins onéreux que de prendre une entreprise extérieure, mais le seul et unique intérêt, c'est d'avoir des dossiers, c'est tout. Ben, c'est justement, on en aura, suite à des analyses qui se feront, mais on prendra aussi une décision, on y travaillera en commission et on mettra ça naturellement en vote au niveau du conseil municipal à un moment donné. Séverine. Pour avoir été en commission, ainsi que Christophe, voilà, le sujet du bureau d'études, que ce soit APAV ou Socotec ou autre, a été envisagé, on en a parlé en commission. Ça a vraiment fait partie du débat de la commission. Tourisme, culture, Nelly. Donc, la commission s'est réunie pour travailler sur 3 sujets prioritaires. Donc, la plaquette du parcours de sculpture, le festival Ce soir je sors mes parents. Et puis, un autre point a été abordé aussi concernant une œuvre. Alors, concernant la plaquette, donc il s'agissait d'une refonte. Hein, donc, vous avez quelques visuels. Donc là, c'est en cours d'impression actuellement. Changement de format, puisque le parcours de sculpture qui émane en fait du symposium international qui est organisé tous les 2 ans, donc est constitué à ce jour d'une 40aine d'œuvres. Donc il faut impérativement changer de format de manière à ce qu'on puisse mettre en valeur l'ensemble de ces œuvres et avoir des informations concernant la thématique et puis le nom également de l'artiste. Il y a eu un autre sujet que je viens d'évoquer qui est également le festival Ce soir je sors mes parents, donc qui se déroulera donc les 22, 23 et 24 octobre donc sur le pays d'Ancenis. Donc comme vous pouvez le remarquer donc sur la carte qui est présentée, donc il y aura donc les communes qui sont en bleu là sur la carte, donc 8 communes qui accueilleront en fait le festival.
Donc, ces 8 communes vont donc accueillir différentes compagnies. Donc, en ce qui concerne la commune d'Oudon, il y aura deux spectacles qui se dérouleront le 21 octobre, qui seront à destination des scolaires, en fait, des maternelles des 2 écoles. Et puis, il y aura un autre spectacle également qui se déroulera le lendemain, le 22 octobre, qui sera donc également orienté vers les tout-petits, à destination, en fait, du public. Donc, l'objectif du festival Jeune, en fait, est à destination, évidemment, des familles. Et dans la logique des choses, en fait, il y a, quand on achète un billet, évidemment, c'est un enfant et un adulte. Il y aura également, lors de ce festival, la mise en place d'un projet participatif également autour du spectacle gamin, donc de l'Allo, où les Oudonnais seront mis à contribution pour l'écriture en fait de chansons sur la thématique de l'enfance, du rêve et du souvenir. Dernier point. Dans l'autre sens, pardon. Donc, il a été évoqué également le parcours de sculpture. Alors, dans ce parcours, il y a une œuvre qui a été installée depuis un moment, qui a été réalisée en fait par un Coréen. Donc, c'est une sculpture qui s'intitule Arigang, la cloche de l'amitié. Alors, la difficulté qu'on avait avec cette œuvre, c'est qu'elle est superbe. Toutefois, elle est incomplète puisque on avait en fait une cloche en bronze. On est convaincu malheureusement avec les gradations ou enfin bon le risque en fait que cette cloche soit subtilisée, volée, enfin. Donc maintenant on a l'avantage d'avoir des moyens en termes de réalisation qui nous permettent de faire une reproduction de cette cloche, notamment avec l'impression en 3D. Donc c'est le cas, on a une opportunité de pouvoir en fait reproduire cette cloche donc qui vient d'être faite alors par l'atelier en fait l'atelier numérique l'espace je cherchais le nom, il s'agit de l'espace multimédia du Pays d'Ancenis. Donc qui propose également des impressions en 3D et donc c'est un partenariat, donc c'est un test qui permet de voir, enfin de réaliser quelque chose qui est un petit peu atypique. Et puis on a aussi donc une personne qui maîtrise bien aussi le sujet, qui s'est proposé de fournir gracieusement en fait les fichiers d'impression. En fait c'est la personne qui a reproduit tous les éléments qui figurent sur la cloche. Donc je peux le citer, c'est Emmanuel Robin, que certains connaissent. Donc voilà, donc c'est un partenariat entre, on va dire, ces différentes personnes qui a permis de reproduire cette cloche, la cloche de l'amitié. Et enfin, la sculpture va avoir son sens parce qu'elle était incomplète. C'était vraiment regrettable, mais en même temps, on était convaincus que si on laissait une sculpture en bronze, elle ne serait pas restée longtemps. Voilà, donc c'est une bonne satisfaction. Juste pour information, c'est la sculpture qui est à l'entrée de la vallée. Tout à fait. Il y a une espèce de cadre, il n'y a rien au milieu. Au milieu, c'est la cloche. Voilà. Oui, enfin, on avait parlé à une période. Oui. Et rien que la cloche, la première partie de la cloche, c'est 48 heures d'impression. 3D. On peut voir la restitution quand même qui est parfaite. On verra évidemment quand elle sera installée, ça sera encore mieux, mais c'est quand même un superbe travail. Avez-vous des questions ? Non ? Merci. Donc, urbaniste affaires foncières. Vous avez reçu donc le compte-rendu de la commission urbaniste affaires foncières. Donc voilà, on était... voilà, s'il y a on a parlé donc au niveau urbaniste de certains dossiers. Un point sur les rétrocessions de voirie avec présentation des coûts d'entretien, donc voir comment on peut... Il y a plusieurs lotissements qui sont privés, qui demandent à être rétrocédés à la commune. Il y en a 3 en tout cas. Et donc après, voilà, il y a les rétrocessions, elles se font pas automatiquement, parce qu'on n'est pas obligé de reprendre les voiries et tout. Donc voilà, c'est de voir concrètement au niveau du coût, et donc de proposer quelque chose de cohérent sur toutes les demandes. Voilà, donc c'est ce qui a été fait sur la deuxième partie. Et derrière, donc un petit peu des informations diverses. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la commission ?
Donc on va passer en information au DIA, donc aux déclarations d'intention d'aliéner. Donc voilà ce qui a été depuis le dernier conseil vendu sur la commune d'Oudon. Donc ce qui a été vendu en zone où on peut préempter. C'est-à-dire que les zones A et N, on n'est pas informé de ce qui est vendu. Donc on est informé simplement dans les zones U et les zones espaces naturels sensibles. Voilà. Donc là, on va passer Noël, jeunesse, sport, loisirs. Donc la commission a eu lieu le 13 juin. On a continué à travailler sur la démarche participative et les noms des salles. Donc voilà, c'est un sujet qui avance. On a commencé à parler de notre projet conseil municipal jeune et essayer de réfléchir à un rétro-planning pour pouvoir lancer les élections et puis pouvoir démarrer avec ce groupe de jeunes au tout début de l'année donc 2023. Monsieur le maire... Non, 23 oui. Donc monsieur le maire est déjà passé dans les classes de CM2 pour présenter le projet, puisque c'est des jeunes qu'on voulait toucher avant leur départ en 6e, puisque après c'est toujours plus difficile de pouvoir toucher les collégiens. Donc voilà, en septembre, on refera un autre passage dans les classes de CM1, CM2 et on passera aussi voir les CE1, CE2 qui seront invités à voter. Voilà, donc on avance sur le sujet avec une idée qui est ressortie de cérémonie d'investiture de ce conseil municipal, de le faire lors de la cérémonie des vœux de monsieur le maire à la population. Ça serait une première parce qu'habituellement on fait ça plutôt ici dans la salle du conseil en petit comité avec les parents. Donc voilà, ça peut être une idée qui pourrait être intéressante. Donc on en reparlera du conseil municipal jeune. On va continuer à travailler dessus. Donc j'ai fait un retour aussi sur le programme estival que vous avez sur le compte rendu. Donc avec la mise en place des cours de natation d'Oco plan d'eau du Chêne qui remporte un très vif succès aujourd'hui. Voilà, on peut le dire, un nombreux enfants qui suivent ces cours de natation, donc c'est bien. Et puis un petit peu plus de difficulté pour l'instant à remplir les demi-journées, enfin les après-midi de sport nature. Donc si vous avez des jeunes près autour de vous, n'hésitez pas à leur dire de regarder le programme. Voilà, et puis le calendrier des prochaines commissions et l'agenda. Voilà, si vous avez des questions. Sur le sport nature, c'est plus les ados, parce que il y a deux demi-journées qui sont bien remplies, les deux autres, c'est plus dur. Oui, voilà, le lundi, mardi, mercredi, donc c'est les 12-14, et jeudi, vendredi, les 15-16 ans, là, mais c'est plus difficile, ouais. Mais bon, ça vient, là, depuis quelques jours, là, ça se... Mais bon, voilà, une tranche d'âge plus difficile à faire bouger. Activité donc le mardi donc il y a du paddle, du VTT d'orientation, du golf, du disque golf, enfin des activités qui sont quand même pas habituelles. Voilà, c'est plutôt innovant, on va dire, puisqu'on a un éducateur qui maîtrise toutes ces activités là, donc c'est quand même pas mal. Merci Noël. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer donc au comité technique centre CTM. Voirie, espace public. Non. Comité technique, pôle sportif, pas CTM, pardon. Oui. C'est moi, j'ai dit CTM. Pôle sportif, Franck. Donc, bien le comité, le 21 juin, a été sur place voir les travaux de rénovation du site, puisque c'est encore en cours. Ça avance bien, mais il y a un petit peu de retard, mais ce sera terminé courant septembre.
Donc le comité technique s'est rendu sur place parce que voilà, ça permettait aussi de voir certains avenants qui étaient voilà, nécessaires comme on peut le penser quand c'est une rénovation. Voilà, il y a des choses qui peuvent se rajouter par rapport à du neuf. Voilà, c'est un peu différent. Mais bon, on a statué sur certains avenants et on a aussi annulé certains autres. Mais voilà, ça avance bien. Sinon, on va rencontrer l'architecte semaine prochaine pour voir quelques points avec lui sur des choses voilà, qu'il faut qu'on discute. Donc, c'est en cours. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte-rendu? Bien. C'est à moi encore derrière, je pense. Oui, voirie, c'est toujours toi, Franck. Ah oui, c'est moi, oui, voilà, parce que Hugues n'étant pas là. Donc la voirie, là aussi, on travaille sur des études qui ont été lancées concernant le secteur gare et le secteur aussi pôle sportif concernant le stationnement, aussi des cheminements piétons. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence. On va aller maintenant, suite à des propositions, on va aller sur place pour mieux se rendre compte. Et on reviendra bien sûr vers le conseil municipal courant septembre ou octobre pour vous faire voir le fruit du travail. Et puis échanger bien sûr là-dessus. On a travaillé aussi sur aussi le stationnement sur la rue de la Lavanderie. Donc ça aussi, on y va, on va travailler, on va se déplacer aussi sur place pour voir ce qui est le mieux à faire. Voilà, on a aussi pris alors il y avait eu des bancs qui ont été mis au niveau de la côte Saint-Aubin. Il y avait eu des remontées de certains riverains qui souhaitaient ne pas voir ces bancs. Donc voilà, on a discuté, on a dit la décision de la commission, c'était de faire 3 mois d'observation là-dessus et puis en faire après une analyse et puis on prendra la décision s'il faut les retirer ou s'il faut les laisser en place. Voilà, après il y avait différents courriers, notamment sur les riverains de la Primordière sur le chemin de la Fontaine des Gondillons, donc concernant l'entretien de l'espace vert. Donc on a vu avec la commission environnement, donc il y aura une explication ou une communication en ce sens pour bien expliquer cette nouvelle gestion aux riverains. Voilà, et puis après, et puis ici on a parlé aussi sur un point du café village de l'année dernière, non de cette année plutôt, de cette année oui. Non, de l'année dernière, c'est ça. Donc voilà, il y avait un dans le village du Cadereau, il y avait un endroit où c'était assez dangereux, donc il y aura une rue qui sera mise en sens unique. Voilà, pour éviter... Comment? Ah, excusez-moi, j'ai dit Cadereau. Non, c'est pas Jolière, excusez-moi, voilà. Donc il y aura une rue qui se mettra en sens unique. Ça, c'était le fruit de la rencontre du Café Village. Voilà. Et puis il y a d'autres petites choses, mais voilà. Avez-vous des questions? Merci Franck. C'est toujours toi? C'est... Alors, le centre technique municipal. Donc là aussi, on s'est réunis dernièrement. Voilà, donc avec toujours ces problématiques de lieux. Donc, on a bien sûr... alors, on n'avait plus que 2 sites, derrière la gendarmerie, future gendarmerie, et il y avait un site potentiel aussi, là où il y a les camping-cars, vous voyez, une partie de ce parking-là. Et ensuite, à renseignement, on revient aussi sur le site qui faisait l'unanimité
au niveau du comité technique, c'est derrière les terrains de tennis. Alors pourquoi? C'est parce que voilà, le projet de comment dire d'inondation là, enfin de plan prend un peu de retard. Donc ce qui pourrait, on pourrait peut-être pourquoi pas s'engouffrer dans ce retard, et on va demander un CU, un certificat d'urbanisme sur ces deux zones-là. Et on verra bien à la rentrée le fruit de... Enfin, si il nous autorise à déposer un permis de construire ou pas. Donc voilà, c'est un sujet à rebondissement, hein, je vous le cache pas. Mais on ne lâche rien, on va essayer d'y arriver. Donc on en reparlera bien sûr à la rentrée sur ce sujet, parce qu'il faut que ça avance. Voilà. Avez-vous des questions? Eh bien, merci. Merci Franck. Communication, Bertrand? Oui, donc on est principalement concentré sur la livraison du dernier bulletin municipal, donc qui prend un nouveau format puisqu'on bascule vers un format trimestriel. Donc voilà, il est en cours d'impression, il sera distribué semaine prochaine. Et puis donc le futur numéro qui sortira en octobre, l'attente ou la date limite de remise des futurs bulletins, on le redit ici aux élus et aussi à l'ensemble des contributeurs, notamment les associations, c'est attendu pour fin août, là, le 31 août. Pour les articles, ouais. Et puis, donc voilà, on est content pour l'instant du lancement de Intramuros. Là, ça fonctionne plutôt bien, à la fois en nombre d'abonnés, on doit approcher les 600 ou 700, je crois bien, 700, ouais. Et puis du nombre des contributeurs. Donc voilà, ça prend bien. Je pense que ceux qui ont installé l'application voient qu'il y a des alertes qui s'animent. Donc voilà, je pense que c'est à la fois bien pour les Oudonnais et pour les habitants autour, hein. Et puis voilà, il y a différents autres enjeux là de mise à jour, donc la plaquette des élus avec tous les nouveaux arrivés, un trombinoscope, la mise à jour des fichiers des coordonnées, et puis avec l'arrivée donc de Karine Tellier ce lundi, une des missions qu'elle va prendre également, ça va être le lancement du calendrier comme chaque année là. Donc voilà, il y a un planning de réalisation, le calendrier agenda, pardon. Ouais. Voilà. Séverine Duguet. Juste un petit ajout. Actuellement, il y a des ateliers d'accessibilité numérique qui ont lieu. Il y en aura d'autres en septembre. Donc, les informations, j'ai plus les dates en tête, mais voilà, ce sera mardi prochain et en septembre. Donc, 6 et 13 septembre, me dit-on. Est-ce qu'il y a eu... Non, je ne sais pas. On attend pour le bilan. D'accord. Et voir aussi, si le premier, ils n'avaient pas besoin de Wi-Fi, pas de box. Voir si pour le deuxième, il faut qu'on installe, il faut se renseigner. Alors si je peux me permettre, je ne suis pas sûr que tout le monde qui suit ce conseil municipal ait suivi ce que vous avez échangé. Donc je ne sais pas si ça mérite quelques explications. Peut-être Séverine ou Franck qui avait posé la question. Non, sur les ateliers du numérique. Je demandais juste la fréquentation, mais il y aura un bilan qui se fera en finale, quoi. On en avait parlé au dernier conseil, hein, mais il y a donc une formation, c'est porté par la Compa. Il y a deux personnes qui ont été recrutées pour passer dans les communes de la Compa et faire de l'initiation informatique sur un certain nombre de séances. Et on faisait partie des premières communes avec donc une séance la semaine dernière. On n'a pas les chiffres, et donc semaine prochaine et à la rentrée. Il y a 4 séances. Voilà. Merci Alain. Donc du coup, est-ce qu'il y a d'autres marques comme Séverine? Merci. Merci Bertrand. Appel d'offres. Donc, on a eu une commission appel d'offres pour le marché gendarmerie. Il s'avère qu'on a eu peu de retours. Tous les lots n'étaient pas pourvus. Donc voilà, déjà, des lots non pourvus, ça veut dire qu'il faut relancer le marché. Certains lots, il y avait une offre. La majorité des lots, il n'y avait qu'une seule offre. Et voilà, donc on relance complètement le marché. Voilà, on relance le marché gendarmerie. On verra si
si on a un peu plus d'offres. Donc là, l'idée, c'est plutôt aussi de relancer les entreprises qui ont travaillé sur le pôle sportif pour qu'elles répondent à ce marché, qu'on puisse avoir assez d'entreprises à répondre pour pouvoir comparer les prix et ne pas avoir simplement une seule entreprise à répondre par lot. Voilà. Bertrand. Oui, en guise d'éléments sur la partie plus environnementale et plutôt en lien avec notre socle de valeur transition écologique, on avait inscrit au budget l'embauche d'un contractuel, d'une contractuelle. Donc je me suis permis de mettre sa photo qui figure sur ses coordonnées. Donc Céline Cherpitel, qui est arrivée pour 3 mois chez nous, et donc qui travaille actuellement donc en lien avec le groupe de travail plan de gestion différencié sur ce premier sujet. Donc on a fait une première rencontre et il y a une deuxième rencontre qui a lieu lundi, là, en espérant avancer, si possible, le plus loin possible avec cet outil qui permettra au service d'ajuster les entretiens, et avec un outil qui devra être évolutif, voilà, s'il y a des nouvelles pratiques, des nouveaux lieux à rajouter. Et puis le deuxième sujet que Céline gère, c'est en lien là aussi avec la demande, entre autres, du comité consultatif, mais qui avait été aussi reporté en question citoyenne, donc c'était à l'automne dernier, autour de la gestion des déchets verts, donc avec une solution qui est en bon cours de travail, qu'on présentera aussi lundi, qu'on reverra ensemble, je pense, mais en lien avec une commune voisine, autour de la plateforme du cellier. Voilà, ce serait la solution qui serait plutôt retenue, même si on en avait regardé plusieurs, si vous vous souvenez bien. Voilà. On propose aussi donc de faire un point en lien avec l'autre socle de valeur défendu ou porté, on va dire plutôt par Céline Plessis, c'est la démocratie participative et donc la mise en place des premiers comités consultatifs. Donc je vais présenter le comité consultatif EPBN, donc environnement, patrimoine bâti et naturel. Donc celui-ci a démarré en janvier 2021. Il y a 16 membres relativement réguliers, assidus, merci. Il y a eu 4 rencontres. Donc la précédente commence à être ancienne, elle date de l'hiver dernier, mais parce qu'on a mis en place, j'en en avais déjà parlé, 3 groupes de travail pour porter les nombreuses actions que ce comité émet, donc c'est bien des propositions, et donc aujourd'hui, là aussi, toujours en lien aussi avec les capacités à porter par les uns et par les autres, donc il y a 3 groupes de travail qui ont été lancés, ou presque d'ailleurs. Celui autour du patrimoine bâti, et c'est Frédéric Maillard qui a démarré plutôt en se basant, là, en essayant de chercher ce qui existait déjà, puisqu'il y avait eu un travail préliminaire qui avait été fait les années passées. Pour l'instant, il y a des difficultés à retrouver ces données-là, mais donc Frédéric va poursuivre. Un deuxième autour de la transition climatique, on va dire, plutôt qu'une transition écologique, donc bien climatique. Et donc là, c'est porté par Séverine Duguay. Je vais lui laisser la parole juste après pour en reparler. Et puis le troisième groupe de travail, donc porté par Marie-Hélène Caron-Bernier, là, en lien avec l'arrivée des renforts au sein du service enfance-jeunesse de la mairie, là, ce seront des actions de sensibilisation avec, en particulier, les écoles. Donc voilà, on attendait l'arrivée de nos agents pour pouvoir porter cette action. Donc Marie-Hélène prendra ça avec la commission, évidemment, enfance et jeunesse, sport, loisirs. Voilà, et je peux peut-être laisser la parole à Séverine Duguay qui porte l'action événement changement climatique. Merci. Alors, lors des premières réunions du comité consultatif, il est ressorti une demande vraiment importante de la part des personnes présentes. C'était une sensibilisation et plus de pédagogie autour du changement climatique, de la transition écologique. Voilà. Donc l'idée qui en est ressortie, c'est de faire appel à l'association La Fresque du Climat, qui organise des ateliers d'intelligence collective, ludique et collaboratif. Donc c'est ancré dans les rapports du GIEC, donc c'est le groupement... alors c'est les experts du climat, voilà, je ne sais jamais à quoi correspond le international. Voilà. Ça permet, c'est une fresque, c'est un atelier de 3 heures qui permet de comprendre un peu mieux la complexité des enjeux climatiques. Et il a été souhaité de faire donc un premier format d'atelier à destination des associations et des enseignants,
Ce sera le 19 novembre, le matin. Donc des courriers vont être envoyés aux associations et aux enseignants pour les informer de ça. Et voilà, on espère qu'il y aura une bonne participation pour pouvoir mieux communiquer derrière, qu'il y ait une meilleure compréhension, une meilleure communication, des échanges aussi, parce que voilà. Et l'idée, c'est de débloquer l'inaction et de déclencher des actions constructives pour chacun. Je vais juste compléter, on l'avait inscrit au budget en 2022, donc on a prévu 2 sessions, et la proposition qu'on avait faite, c'était aussi que ça puisse nous bénéficier à nous, donc c'est une proposition, c'est inscrit, on a le budget pour, et donc de voir si ça fera partie ou pas là, de la thématique du séminaire de janvier 2023, notre séminaire annuel. Voilà, non, ça en tête. Donc voilà 2 diapos pour parler de ce comité consultatif EPBN. Et donc je pense qu'on va présenter les 2 autres comités. Merci Bertrand. Céline ? Donc second comité consultatif qui s'inscrit, comme le disait Bertrand, dans notre socle de valeurs démocratie participative, donc un outil que j'ai souhaité très tôt mettre en place parce que effectivement la nécessité de dialoguer et de rassembler l'ensemble des acteurs en lien avec les différents temps de l'enfant s'imposait. Et le temps méridien est, comme je le disais tout à l'heure, de la compétence pleine et entière de la collectivité. Donc trouver une instance où on pouvait rassembler à la fois les élus, les professionnels, les agents de la collectivité, les représentants de parents, mais aussi des Oudonnais et des Oudonnaises intéressés par le sujet. C'était vraiment une instance pertinente. Et je me le dis à chaque fois, à chaque réunion, puisque nous avons mis en place cette instance en octobre dernier, et donc elle est composée, comme je le disais, des membres de la commission enfance, éducation, affaires scolaires, 2 représentants de chaque association de parents d'élèves des 2 écoles, de 5 Oudonnais et Oudonnaises volontaires, de la responsable du temps méridien, d'un agent de production et de 2 agents intervenant sur le temps méridien des 2 écoles. Voilà, donc c'est des formats de réunion qui sont toujours calés sur le même principe, c'est-à-dire qu'on fait 30 minutes sur un sujet focus, c'est-à-dire très concrètement, la première réunion, c'était comment s'organise le restaurant scolaire, c'est-à-dire on est allé même visiter le restaurant, voir les lieux de production, la légumerie, enfin les choses très concrètes. La seconde réunion, on a fait un focus sur la présentation du protocole sanitaire qui lui avait encore évolué. Et lors de la 3e réunion, on a eu connaissance lors des échanges précédents de l'existence d'une enquête qui avait été menée par les représentants de parents de l'école privée de la qualité et comment les enfants vivaient leur temps méridien et leur temps de repas notamment. Et donc on a demandé à ce que soient partagés ces résultats d'enquête et c'était extrêmement instructif. Donc 30 minutes focus, 30 minutes d'échange à brûle-pourpoint sur les sujets plutôt d'actualité, et il y en a toujours quand il s'agit du temps méridien, que ce soit les temps de rassemblement, la sécurisation des déplacements, les choses extrêmement très ponctuelles, voilà. Et puis 30 minutes consacrées à un sujet de fond, un sujet dont on a déterminé les thématiques lors de la première réunion. Le premier chantier, ça a été la volonté de mettre en place une charte du temps méridien. Donc, issu de cette instance, on a constitué un groupe de rédaction. Ce groupe de rédaction a bien travaillé sous le patronage de Marie-Hélène Caron-Vernier, avec d'autres membres. Et nous sommes arrivés à une charte qui sera présentée à la rentrée, donc aux membres du comité consultatif, donc le 26 août prochain, et bien évidemment partagée avec les élus, les agents, et partagée bien évidemment avec les enfants, les parents, les représentants de la communauté éducative.
Donc voilà, un format qui je vous dis, s'applique à chaque comité consultatif et eh bien, il y a du dialogue, il y a des échanges, des professionnels qui partagent leurs pratiques. Franchement, c'est extrêmement, je vais dire sain, je peux le dire, en toute transparence, il n'y a pas de questions taboues, enfin tout se fait très très naturellement. C'est vraiment une instance qui marche très très bien et j'en suis très très ravie. Voilà. Merci Céline. Et donc là, il y avait Séverine. Donc tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais tu peux continuer, il y aura des photos. Donc le comité consultatif Loire et Port, qui a été lancé au printemps 2021 avec 5 données volontaires, a pour but, comme je l'ai dit, de recréer une dynamique autour du port et de la Loire pour justement faire revivre cet endroit. Et tout avec, en gardant en tête effectivement le problème du radier, du désenvasage. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de travailler autour du port pour pouvoir justifier de cette vie et justifier la nécessité de travaux. Donc le premier événement a été une expo de 15 photos amateurs. On a fait un appel à photos. On a eu environ 250 photos qui sont arrivées. Le comité consultatif a fait un tri de ces photos et voilà, de manière totalement anonyme. Et donc les 15 photos sont actuellement exposées du port jusqu'à la Loire, au moins jusqu'à la fin de l'été. Il y a eu un petit fascicule qui a été fait qui doit figurer sur Intramuros. Et donc vous pouvez les voir en allant jusqu'à la Loire. Voilà. Il y avait autre chose à dire? Je ne sais plus. C'est tout. Donc voilà, si voilà, on réfléchit, on verra à la rentrée parce que là du coup, faut qu'on en discute du recrutement éventuel de nouveaux membres. Et c'est une commission, c'est un comité vraiment, comment dire, avec des personnes motivées et connaisseuses de la Loire, et c'est très instructif, je trouve. Merci Séverine. Interco, Pascal, en tant que référent gens du voyage. Merci. Donc en fait, je vais vous rendre compte des travaux que nous avons conduits avec le comité de suivi territorial gens du voyage de la Compa. Donc nous sommes 5 élus de la Compa, donc à travailler avec le conseil départemental 44 sur la problématique effectivement des gens du voyage sur le territoire et donc de l'aménagement du territoire aussi de la Compa par rapport à effectivement à ces populations. Donc je vous ai préparé 5 diapositives de synthèse. Donc la première explique un petit peu comment on travaille au niveau national avec le niveau national pour comprendre effectivement les nouveaux comportements des gens du voyage sur le territoire, puisqu'en fait on a un phénomène de sédentarisation croissant. Donc en fait une fréquence d'usage de ces lieux qui est de plus en plus importante et longue donc sur l'ensemble des territoires au niveau national. Donc on fait un lien avec la Fédération nationale des associations solidaires et d'action donc qui travaille plus particulièrement sur la communauté des Tziganes et de certaines communautés des gens du voyage. Donc en fait on a dans ce cadre-là nous questionné la politique publique du pays d'Anceny, puisqu'en fait on s'interroge beaucoup à la fois sur la mise en œuvre des politiques d'accompagnement et de suivi de ces personnes, dans la mesure où la sédentarisation pose aussi la question de l'emploi, de la scolarisation également des enfants, et puis sur des aspects aussi un petit peu plus larges, la question effectivement de la sécurité, du respect de l'environnement également. Donc quand on a des passages donc dans des situations illégales sur un certain nombre de sites, donc il y a à gérer un certain nombre de dégradations ou bien de décharges qui sont absolument pas légales, mais qu'effectivement on se doit de gérer sur le territoire. Donc du coup on a travaillé avec ces dimensions-là et aussi sur la question de la cohabitation de proximité, puisqu'effectivement la cohabitation avec les gens du voyage ou le nomadisme pose des questions à la fois à l'échelle des communes, mais aussi à l'échelle des habitants eux-mêmes, donc qui ne sont pas toujours ravis, pour faire simple, d'avoir une communauté qui s'installe de manière illégale sur le territoire. Donc du coup,
avec la deuxième diapositive. Merci. Alain, donc en fait on a à peu près ici des grands passages qui sont sur 5 grandes périodes. Donc quand on parle de grands passages sur le territoire, ce sont des présences de 1 à 2 semaines, c'est-à-dire qu'en fait c'est du nomadisme, c'est une étape vers souvent des cérémonies religieuses, des fêtes de famille, etc., qui peuvent se dérouler par exemple sur vers, enfin on va dire vers Pornic, vers la côte, en fait on va dire la côte atlantique pour faire simple. Donc en fait sur notre territoire on a régulièrement en fait entre 80 et 200 caravanes, donc en fait qui transitent par notre territoire du pays d'Anceny, donc en fait avec tout ce qui a trait effectivement à l'accompagnement de ces publics et de ces populations. Sur le pays d'Anceny, donc on a à peu près 5 groupes qui viennent régulièrement sur le territoire selon les études que l'on a conduites et les rencontres qu'on a faites avec les communautés du voyage, avec un calendrier de nomadisme. Donc là je vous ai mis les dates qui nous concernent à partir de ce conseil municipal. Donc sur les 2 périodes précédentes, c'est-à-dire sur le mois qui précède, on a eu à peu près entre 60 et 80 caravanes qui ont été localisées sur l'ensemble du pays d'Anceny, donc en nomadisme. Là, en ce moment, on a à peu près 80 caravanes donc qui sont aussi sur le territoire, donc ce qui suppose effectivement l'accompagnement dont je parlais au tout début de la présentation. Là, on va avoir effectivement entre 150, à peu près 150 caravanes à partir du 17 juillet et 130 sur la période du 7 au 24 août, puisque c'est là où effectivement il y a un certain nombre d'événements religieux, donc des fêtes religieuses selon les convictions effectivement des populations. Donc en fait, pour préciser un petit peu les choses, donc on a 2 interlocuteurs principaux qui sont 2 pasteurs en fait, qui représentent chacun 2 communautés, donc en fait qui sont vraiment des médiateurs avec les élus et avec les habitants du territoire et aussi les entreprises de ces territoires. Donc là, on a actuellement 3 sites qui sont généralement occupés sur le territoire. Donc on a rencontré la société Odalis. Donc en fait, la société Odalis accepte donc en fait de laisser une partie de son espace en fait pour un temps donné effectivement à l'accueil de ces populations. L'île Mouchet qui nous pose vraiment des soucis puisque là il y a aucun aménagement. Il y a aussi un certain nombre de dégradations et aussi des risques qui sont liés effectivement à l'usage de feux intempestifs ou effectivement aussi parfois de dégradations liées à une mauvaise gestion, on va dire, des déchets en tant que tel. Et puis le quartier de la Girarderie qui commence à devenir aussi problématique en tant que tel, donc en fait qui nous pose un certain nombre de questions. Donc en fait on a décidé effectivement de travailler avec les 2 pasteurs en tant que médiateurs. Donc, par exemple, quand il y a des occupations illégales d'espace dans nos communes, donc ça pourrait très bien arriver sur Oudon. Donc, en fait, on va reparler tout à l'heure pour conclusion de l'usage illégal des espaces. Donc, en fait, de voir avec eux comment on va traiter aussi la question du suivi et des amendes que les communes peuvent demander pour occupation illégale de ces espaces. Donc, tout ça, effectivement, à travailler avec, on va dire, les référents qui sont vraiment les coordonnateurs et l'ensemble des familles, des communautés, même si les familles parfois ont quelques tensions entre elles, elles écoutent assez facilement les pasteurs. Donc en fait on a discuté avec des communes voisines dont nos voisins et amis de Couffé. Donc en fait il y a eu des occupations de 15 jours effectivement de ces espaces. Donc il y avait un accord tacite avec le maire et le référent aux gens du voyage en tant que tel, mais la problématique s'est vite posée de rodéo permanent dans la commune, donc on va dire d'incivilité relativement importante, aussi des
on va dire d'une gestion des déchets qui n'est pas du tout acceptable. Donc en fait, il a été décidé d'expérimenter effectivement la mise en place d'un système d'amende pour compenser les dégradations qui sont faites au niveau des communes. Donc en fait, on est en train effectivement de travailler là-dessus afin qu'on ait une politique unifiée sur le pays d'Ancenis pour gérer l'ensemble de ces problématiques, sachant que ce que j'ai mis en dernier point ici, qu'on a beau proposer un certain nombre de sites aménagés, donc en fait avec des points d'accès à l'eau, des points d'accès à l'électricité, des sanitaires, etc. Il n'en demeure pas moins que ce sont les communautés qui choisissent là où elles veulent s'installer. Et donc on a aussi une vigilance à avoir en tant qu'élu pour aller parler avec elles, négocier pour qu'effectivement elles aillent s'installer sur les sites qui leur sont dédiés. Donc du coup, sachant qu'effectivement il y a, une fois qu'ils se sont installés quelque part, ils y reviendront systématiquement, enfin quasi systématiquement. Donc malgré les accompagnements et les démarches un peu plus coercitives qu'on pourrait avoir en tant que telles. Donc là en fait on est en train de travailler sur la stratégie 2023. Donc en fait l'idée c'est effectivement de pallier les besoins en termes d'accueil de ces gens du voyage, et surtout par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la problématique de la sédentarisation en tant que telle. Donc en fait on a essayé de trouver nous aussi, alors on n'est pas sur le centre technique municipal, mais en fait on navigue aussi sur les territoires pour savoir où est-ce qu'on aurait une possibilité de pouvoir s'installer. Donc en fait là le site qui est ici proposé, c'est le site de la Sinandière. Donc c'est proche de l'autoroute, donc c'est le petit point bleu qui est tout en haut là-haut. Donc en fait la réglementation départementale oblige les communautés de pays à avoir des sites de 4 hectares. Donc c'est une obligation légale. Donc si on n'a pas ces 4 hectares, du coup c'est la communauté, le pays d'Ancenis finalement qui devra payer des amendes pour défaut d'aménagement du site. Donc là en fait on a travaillé sur ce site. Donc pour l'instant donc c'est un site agricole donc en fait qui pourrait être assez intéressant parce que bon, il y a la problématique de la gestion de l'habitat, du voisinage, de leur volonté d'être à proximité des grands axes pour pouvoir se déplacer, mais pas être trop près quand même de certains bruits pour eux aussi, de nuisances sonores. Enfin bref, il y a tout un tas de choses à gérer comme ça. Donc là, en fait, on s'est arrangé avec, on a commencé à négocier avec cet agriculteur. Donc en fait, on a normalement accédé donc un petit peu plus de 3 hectares, la partie verte ici. Pour l'instant, on a laissé on va dire les 2 hectares, 1 hectare et quelques qui restent derrière pour l'instant faire encore de la culture, puisqu'en fait l'agriculteur a encore besoin effectivement d'exploiter son exploitation, mais en fait on a espoir effectivement de pouvoir avec son accord donc d'accéder à ce site. Et vous voyez bien que on a un accès routier donc à côté de la parcelle donc en fait qui est encore cultivée aujourd'hui, donc qui nous permettrait effectivement d'avoir cette possibilité là des 4 hectares et donc de pouvoir les accueillir et d'aménager l'espace comme il se doit. Alors il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'en fait tout ça coûte énormément d'argent. Surtout la problématique qu'on a ici, c'est le raccordement à l'eau, à l'électricité, puisqu'en fait il va falloir jouer avec l'autoroute, puisqu'en fait les raccordements sont de l'autre côté, donc en fait ce qui va générer aussi des coûts d'infrastructures relativement importants. Donc on est en train d'estimer au bas mot, à la louche effectivement, le modèle économique évidemment à vocation sociale, mais il y a quand même un modèle économique derrière effectivement à tenir pour pouvoir effectivement être sûr d'avoir une base de 150 caravanes qui pourraient être accueillies sur cet espace-là.
Donc, je veux bien que tu passes à la suivante, s'il te plaît. Donc en fait, on a essayé aussi, puisqu'on est dans l'ère du numérique et on en parlait tout à l'heure, donc d'arriver à mettre en place une cartographie numérisée effectivement de tous les espaces qui peuvent exister sur le territoire. Donc là, je vous ai fait juste la capture effectivement du Grand Ouest, enfin du Grand Ouest, oui, Bretagne, Pays de la Loire, hein, un petit peu Normandie aussi quand même. Et donc en fait, on a essayé avec dans cette possibilité-là, donc d'avoir à la fois le nombre d'aires d'accueil au niveau national, donc c'est pas tant que cela, hein, on en a 1458, et en fait on a essayé avec ces travaux-là, donc d'avoir de caractériser aussi les aires d'accueil, donc selon qu'elles respectent ou pas les normes environnementales en tant que telles, s'il y a des zones isolées, s'il y a des problématiques de pollution, s'il y a des sites Céveso, et donc en fait l'idée c'est aussi qu'ils puissent aussi aller cliquer pour dire voilà il y a tant de enfin une aire, donc comme par exemple chez nous ici, avec une distance moyenne à la mairie, donc ce qui est important pour eux, les services on va dire publics en tant que tels, donc ils veulent pas être dans la ville, mais ils souhaitent ne pas être trop éloignés non plus, et donc du coup essayer de trouver les localisations les plus simples en tant que telles. Donc là, on a 3 km en sortie de ville et donc effectivement à proximité des grands axes pour les amener à aller vers le littoral s'ils le souhaitent, ou bien accueillir leur famille ici pour les mariages, les baptêmes, et souvent aussi de plus en plus les funérailles. Donc dernière, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière, je crois. Donc en fait sur l'installation illicite, donc là en fait on s'est mis d'accord pour effectivement travailler en binôme avec les maires de nos communes, donc de manière à ce qu'effectivement on puisse informer quand il y a donc en fait c'est du rôle de tous les citoyens ici de nous signaler aussi des installations intempestives non voulues, non souhaitées en tant que telles effectivement de ces populations. On a aussi la possibilité, donc là il faut vraiment qu'on insiste là-dessus, dès qu'on a une installation quelque part de population, soit sur l'espace qui est le nôtre ici, on peut accueillir 5 familles, je crois, Alain, près du site du Chêne. C'est pas un espace autorisé, mais oui, il y a quelques on tolère, on va dire. On tolère sur cet espace-là. Donc en fait, il faut tout de suite solliciter les services. Donc on doit solliciter les services de la Compa, puisque du coup, une benne à ordures est mise à disposition systématiquement et elle est prise en charge par la Compa. Donc en fait, elle est acheminée ici. Donc en fait, ça, il faut le savoir. La problématique du raccordement aussi. Donc en fait, il faut le signaler à la Compa de manière à ce qu'il puisse y avoir une indemnité versée à la commune pour pouvoir effectivement prendre en charge une partie effectivement des surcoûts liés à l'utilisation intempestive de l'accès à l'eau, à l'électricité. Et donc effectivement, là, en lien avec la Compa, on peut effectivement nous arriver à, on va dire, gérer au mieux ces éléments intempestifs. Donc du coup, depuis la loi de 2016, là, on a une amende forfaitaire. Bon, alors c'est pas très coercitif dans la mesure où soit on la demande nous-mêmes, ou bien on fait intervenir les forces de l'ordre. Par contre, il faut dans tous les cas prévoir une lettre simple donc qui notifie les faits sous 1 mois, donc avec les services de la municipalité, de manière à effectivement pouvoir récupérer cette amende en tant que telle. Alors là, ça se passe très bien justement avec l'un des pasteurs. Donc en fait, il a récupéré pour Couffé. Il y a une rencontre, etc. Et donc en fait, il a récupéré les 500 € d'amende et en fait il les a envoyés à la mairie donc sous pli pour effectivement compenser effectivement cet espace. Donc du coup effectivement il faut pas hésiter à faire des recours. Donc souvent on hésite au niveau des communes parce que il y a peur, parfois la peur de représailles, parfois la peur aussi des populations aussi. Donc en fait le comité de suivi territorial il est là aussi pour
pour travailler avec les maires, pour pouvoir effectivement de travailler et puis évidemment faire comprendre aussi à la population que s'il y a un recours, du coup les populations peuvent rester jusqu'à 15 jours de plus sur le site, donc ce qui nous amène encore à prévoir effectivement la gestion de ces éléments. Donc je pense de mémoire, je crois que c'est la dernière slide. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en résumé sur l'année de travail qu'on a eue avec les élus et le conseil départemental. Merci. Céline ? J'ai une question qui ne se veut pas être une question piège. J'espère que tu pourras y répondre sans pour autant te mettre la pression, parce que quand tu as présenté la future aire, tu as bien précisé qu'il y avait une partie qui était encore exploitée. Et comment la création de cette aire est compatible avec le zéro artificialisation nette ? Il y a une compensation ou... Alors, bonne question. Voilà, alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on travaille sur toutes les dimensions, donc économiques, sociales, environnementales et politiques. Donc effectivement, la question est celle, comme tu dis, de l'empreinte écologique sur ce territoire et effectivement de la suppression d'une zone agricole en tant que telle. Donc évidemment, ça va se travailler en accord avec les élus communautaires qui vont aussi avoir à prendre une décision par rapport effectivement à cet espace-là. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier et effectivement mettre en place aussi un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir effectivement évaluer l'ensemble des dimensions sociales, économiques, environnementales et politiques en tant que telles pour ce faire. Donc je ne peux pas en dire plus, ça va être aussi tout le travail de la suite puisqu'on n'a pas cet espace-là encore. Bertrand, je crois. Oui, je peux pas m'en empêcher, c'est un petit détail, mais tu as bien parlé de 3 hectares ou 4 hectares. Je pense qu'il y a une petite erreur de conversion quand ça a été indiqué en kilomètres carrés, ça fait bien de trop, faut enlever 6 zéros quand on passe de mètres carrés à kilomètres carrés, donc c'est bien 0,03 kilomètres carrés. Voilà. Alors si je puis me permettre, donc je ne suis pas à l'origine de ces cartes. J'imagine, mais voilà, à un moment, faut les corriger. Non, mais c'est pas pour toi. Mais donc en fait, c'était surtout pour vous présenter l'espace et le situer. Mais effectivement, la remarque a été faite en commission et je te remercie de l'avoir signalé à nouveau. À l'oral, c'était bon. Sur les cartes, c'était faux. Voilà. Juste aussi sur ce que tu disais sur la ZAN, en général, sur les aires les aires pour les grands passages restent enherbées en général. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais qui sont utilisés en agricole quand même, parce que les passages ne font pas... Ah non, il n'y a pas 50 passages par an. Donc c'est toujours quand même utilisé plutôt en fourrage, en foin. Et quand ils passent, voilà, mais c'est pas artificialisé. Pas en totalité, parce qu'il y a quand même un petit peu de choses. Voilà. Merci. On continue sur l'office de tourisme. Donc sur l'office de tourisme, vous avez pu voir, donc il y a eu un audit qui a montré des dysfonctionnements au niveau humain et financier dans l'équipe, tout simplement parce que c'est pas trop leur métier. Il y a un office de tourisme, comme à l'assurance, c'est un EPIC, donc il doit être indépendant. Donc la direction avait des difficultés à gérer un petit peu la trésorerie, les finances et la RH. Donc l'audit a mis en exergue une partie où il fallait plutôt recentrer l'office sur leur métier d'origine. Donc leur métier d'origine est le marketing territorial, en élargissant à tous les publics. Et donc, pour ce faire, l'Office et donc la Commission de développement économique de la Compa a proposé de dissoudre l'EPIC pour l'intégrer, donc en conservant les mêmes métiers, mais l'intégrer au sein de la Compa. Comme ça, toutes les fonctions support que sont la RH, les finances, sont exercées par la Compa et les personnes, enfin le personnel de l'Office se concentrera sur ces métiers. L'audit aussi a montré un problème avec la gestion de la tour par rapport à l'office, avec un problème de proximité. Voilà. Donc plus de proximité sur la gestion de la tour, c'est l'objectif. Donc après, il y a différentes solutions de gestion de cet équipement. Mais voilà les deux grandes lignes qui ont été mises en exergue par l'audit. Et donc actuellement, il y a donc 2 groupes pour travailler sur ces 2 notions de
l'office accueil et plus la gestion de la tour sont au sein du CODIR, plus un appel, enfin Nelly t'en parlera en commission, un appel à des eaux-données aussi pour travailler sur le deuxième point, sur la gestion de la tour. Donc voilà un petit peu pour repréciser sur l'office de tourisme. Est-ce que vous avez des questions? On passe à Sivom, il n'y a rien du tout. Pascal, oui. Pardon. Oui, juste une remarque sur la question du marketing territorial. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt réfléchir à un modèle de développement durable territorial sur le territoire du pays d'Anceny, plutôt que du marketing, dans la mesure où le marketing territorial a pour vocation, je dirais, plutôt de penser offre sans forcément prendre en compte les désirs et les besoins des citoyens. Est-ce que une réflexion sur ce développement durable territorial avec la proximité de la Loire, du tourisme durable, etc., il n'y aurait pas une possibilité effectivement d'engager une réflexion là-dessus plutôt que d'être strictement sur du marketing? Quand je parle de marketing territorial, c'est aussi pour les habitants. Et dans la première partie de l'audit, il était bien sur le tourisme, le slow tourisme, le tourisme de proximité, ça a bien été mis en valeur par l'audit. Donc il y a toute cette partie-là qui existe et qu'il faut. Mais le marketing territorial, c'est aussi faire que actuellement on a quand même 10 000 personnes qui habitent sur le territoire du pays d'Anceny et qui travaillent à l'extérieur du territoire, sachant qu'on a 3 000 offres d'emploi sur le territoire. Donc ce marketing territorial, c'est aussi d'essayer de faire revenir les personnes qui habitent pour travailler aussi sur le territoire. Voilà. Du coup, si on... C'est le terme qui te plaît pas. Okay. Non, mais en fait, c'est pas qui me plaît ou qui me plaît pas. C'est le fait que si on travaille sur du développement durable territorial, c'est qu'on va aussi se poser la question des mobilités, des navettes, effectivement, des salariés sur le territoire. Donc, c'est peut-être plus parlant quand on a eu une présentation du pays d'Anceny, donc avec l'addition heureuse, d'aller plutôt vers une argumentation, effectivement, et l'usage d'un vocabulaire développement durable territorial par rapport à la transversalité qu'on a ici sur la démocratie participative et le développement durable. Peut-être qu'il faut aussi, nous, défendre une manière d'envisager les choses. Alors, je ne vais pas dire que derrière, il n'y a pas besoin, effectivement, d'un outillage, mais c'est plus dans la politique générale, tu vois, du développement du territoire, du pays d'Anceny, qu'on veut l'addition heureuse, quoi. Alors, juste pour marketing territorial, j'ai repris le terme qui avait été employé par un prestataire au CODIR, et donc eux, en tant que prestataires de chambres d'hôtes plutôt de qualité, ils étaient plus là-dessus sur ce marketing de territoire. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Le terme peut peut-être le développer. Ouais, je rejoins ce que dit Pascal. Le terme marketing n'est pas du tout heureux. Enfin, c'est plutôt... Ouais. Alors c'est moi qui l'ai tapé cet après-midi, hein, donc voilà. Enfin, Bertrand Pinel, moi je me souviens d'un déplacement qu'on avait fait en élu à Nantes quand ils évoquaient, à l'époque, c'était le démarrage de la ligne verte et les compétitions qu'il y avait entre les différentes villes et en termes d'attractivité. Alors c'est vrai que nous on est entre les deux justement, et comme dit Alain, je trouve qu'il y a un besoin de peut-être ramener aussi de l'emploi. Et voilà, moi c'est pas du tout mon métier, donc mais moi je suis plutôt un faiseux qu'un communicant. Mais voilà, je sais que justement on a besoin aussi du marketing. Ça peut être des fois un gros mot, mais on a besoin de ça pour être compétitif par rapport aux autres bassins, voilà. Et donc ça n'empêche pas, comme vous dites tous les deux, que il faut du fond, c'est pas que de la com, quoi. Voilà. En fait, c'est plutôt que le marketing est un moyen et pas une finalité, quoi. Donc en fait, il faudrait pas que ça se transforme effectivement en non mais. Oui, je sais bien, mais bon, le monde du consulting est aussi parfois un peu simplificateur. Alors, quand je dis aussi recentrer l'office sur leur métier, il y avait des choses qu'ils faisaient, et toute la partie marketing du territoire n'était pas effectuée, faute de temps aussi. Mais il y avait d'autres parties qui étaient très bien faites, et voilà. Okay. Information, j'ai rien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est dans l'agenda, ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il reste
l'agenda. Donc le 14 juillet, donc il y a le défilé le matin. Donc pour ceux qui souhaitent défiler, il y a des rendez-vous 10h30 à la mairie. Hein. Et donc l'après-midi, le soir, donc la guinguette au plan d'eau du 14 juillet organisée par les chasseurs. Nelly? Alors entre les deux, j'ajouterais donc le vernissage aussi de la deuxième exposition donc dans les salles de la gare, donc organisée par l'association CAP. Donc le vernissage aura lieu à 18h30. Voilà, donc défilé 10h30, 18h30 vernissage à la gare et le soir, enfin en fin d'après-midi, la guinguette. Beau programme. Tout ça le 14 juillet. Et puis également la guinguette, le gramophone qui est installé, qui a ouvert ses portes donc à partir du 29 juin jusqu'au 29 septembre. Donc du mercredi au dimanche à partir de 15h. Voilà, avec un spectacle, enfin il y a des animations pratiquement tous les jours, mais principalement un spectacle qui se déroule le jeudi sous forme de concert ou théâtre d'impro, enfin il y a différentes thématiques. Donc principalement le jeudi, voire le dimanche. Au plan d'eau du Chêne. Et j'ai pas mis dans l'agenda, dans les animations aussi, la semaine prochaine, il y a le Chiffon Rouge, Théâtre du Chiffon Rouge, qui fait ses pièces de théâtre Hamlet tous les soirs jusqu'au 14 juillet de mémoire. C'est ça, à 21h. 21h. Donc quelques animations quand même sur la commune. Voilà. Merci à tous. Donc, hop. Alors, on a mis les dates. C'est calé la date ou pas? Vas-y, Séverine. Donc, il y aura l'accueil des nouveaux arrivants le samedi 10 septembre, salle du Conseil à 10h. L'inscription est possible ou sera prochainement possible sur le site et via un petit encart à découper dans le prochain trimestriel à paraître. Merci. Merci à tous. Donc, fin de séance, 10h30 à peine. Parfait.